Alors, on peut le faire maintenant, l'épisode sur Edith Cresson? Non, Mais dans les commentaires, ils ont dit oui. mais on a dit non. Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. D'habitude, dans C'était pas mieux avant, on revient sur des personnalités politiquement engagées, sur des idéologies ou sur des régimes politiques. Mais parfois, on fait un petit détour du côté de l'histoire politique de la culture. Et cette fois-ci, après avoir fait Brigitte Bardot il y a quelques temps, on s'attaque à la Coupe du Monde de foot. À chaque fois qu'une nouvelle Coupe du Monde de foot approche, elle soulève son lot de critiques, à la fois sur l'organisation et sur l'organisateur, au point qu'il y a pas mal d'appels au boycott. Et à chaque fois, tu trouveras toujours des gens pour te dire « Non, mais le football... C'est juste on est tous derrière les bleus, quoi, c'est pas politique. » Sans se rendre compte que le fait d'être derrière l'équipe de notre nation, avec un grand N, y a rien de moins politique que ça en fait. Et c'est encore plus large que ça en vérité. D'une manière générale, le sport n'est pas neutre, il ne l'est jamais. Alors pas la pratique sportive en elle-même, quoique, mais ici on va parler surtout de la compétition sportive, en tant que phénomène culturel. Le sport, c'est de la culture, et la culture, c'est politique. Et non, ça veut pas dire que j'ai besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre ce qui se cache derrière une Coupe du Monde, il faut se calmer. Mais simplement que c'est bien de rester sensible aux enjeux qu'il y a autour. Et oui, appréhender la partie politique d'une compétition, ça peut m'empêcher d'apprécier cette compétition pour ce qu'elle est. Mais en même temps, si je m'intéresse pas à la partie politique, c'est peut-être aussi que je n'appréciais pas la compétition dans sa globalité. En fait, la politisation de la compétition sportive est aussi vieille que la compétition sportive elle-même. Déjà, les Jeux Olympiques antiques, ceux de la Grèce, étaient politiques et politisés. Il s'agissait à chaque fois d'un ensemble de rites religieux associés au culte polythéiste grec qui devait assurer la paix et l'harmonie entre les Grecs et leur cité. D'ailleurs, le sophiste grec Hippias, qui a écrit l'histoire des premiers temps olympiques, en attribue l'établissement à Iphitos, souverain de la région d'Élide. Non pas parce qu'il pouvait le prouver, mais parce que c'était la cité d'Élis qui organisait les Jeux cette année-là et que ça l'arrangeait politiquement de faire croire que c'était son idée depuis le début. Et puis, plus récemment, et pour ma part, j'ai jamais trop suivi le foot, mais pendant un temps, j'ai suivi l'e-sport League of Legends, et je me souviens que plein de fois, la politique s'est immiscée dedans, notamment parce que l'entreprise qui édite le jeu appartient au géant chinois Tencent, et que du coup, les équipes taïwanaises ont toujours eu un traitement particulier. Genre, quand il y a eu un tournoi international organisé à Taïwan, la communication officielle disait que c'était organisé à Taipei chinois, parce que c'est le nom que Taïwan est obligé de prendre pour être admise aux compétitions internationales à cause des pressions politiques que la Chine fait peser sur les fédérations internationales. Bref, le sport c'est culturel, la culture c'est politique, les compétitions sportives c'est politique. Et on va le voir avec la Coupe du Monde de football pour montrer que sa politisation ne date pas des années récentes. La première Coupe du Monde de football, déjà, a eu lieu en 1930. Elle est initiée par Jules Rimet, un avocat français également fondateur du Red Star, l'un des premiers clubs professionnels français qui a un peu disparu du milieu pro aujourd'hui et revient piquer une tête en Ligue 2 de temps en temps. Jules Rimet, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation patriotique et catholique et qui conçoit le sport comme un outil d'éducation morale et un vecteur d'amitié entre les peuples. Alors que le football commence lentement à se professionnaliser, Jules Rimet participe à la fondation de la FIFA en 1904 et participe à l'organisation d'un premier tournoi international lors des Jeux Olympiques de 1908. À l'époque se pose la question de la professionnalisation du football, et Jules Rimet, lui, est un partisan de cette professionnalisation, parce qu'il considère que la professionnalisation du football est le seul moyen pour que le football devienne accessible aux personnes venant des milieux populaires. Bah oui, parce que si le football restait amateur, ça voudrait dire que les seules personnes qui seraient capables de s'élever dans la compétition, ce seraient les bourgeois et les aristocrates en fait. Les seuls disposant d'un capital suffisant pour se consacrer à une activité qui ne leur apporte rien. Tandis que la professionnalisation permettait à des gens sans capital de bénéficier d'une formation et d'un salaire, et de se consacrer à plein temps à la pratique sportive. Rien que ça montre que le football est politique. L'accès du football aux classes populaires, qui paraît complètement évident maintenant, ça l'a pas toujours été, il a fallu l'imposer. En ça, Jules Rimet s'oppose d'ailleurs à Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes, qui est au contraire un tenant de ce qu'on appelle l'amateurisme aristocratique. Alors après, faut pas voir Rimet comme un bon samaritain qui voulait juste le bien-être de ses joueurs. Il s'est par exemple opposé fermement à la première syndicalisation des joueurs de football qui menèrent une grève en 1938. Il revendiquait alors la reconnaissance de leur organisation par la Fédération française ainsi que l'augmentation de leur salaire, qui à cette époque leur permettait à peine de vivre. Ce à quoi les organisateurs leur ont répondu très gentiment: si vous n'êtes pas content,
cassez-vous. Ah oui, et accessoirement, le foot, c'est super pour que les mecs pratiquent le sport et pour l'amitié entre les peuples, mais surtout pour l'amitié entre les mecs, bien sûr. Le football restait perçu comme un sport uniquement masculin et viriliste. La preuve en est que la compétition internationale est restée exclusivement masculine jusqu'en 1991, et ce alors même que des femmes pratiquaient le football depuis à peu près aussi longtemps que les hommes. C'est donc avec ce bagage-là que Jules Rimet est à l'initiative de la toute première Coupe du Monde de football, organisée et remportée par l'Uruguay en 1930. On est encore sur quelque chose d'assez petit, puisque seuls 13 pays envoient une sélection nationale. Et il n'y a que 4 pays européens qui participent, notamment la France et la Belgique. Cette première Coupe du Monde n'en est pas moins un grand succès, autant sportif que populaire, avec 70 000 personnes venues au stade assister à la finale. La seconde Coupe du Monde, organisée en 1934, voit donc un gros raz-de-marée médiatique s'abattre sur elle, avec des centaines de journalistes et des stations de radio qui payent cher pour avoir le droit de retransmettre la compétition en direct. Et cette Coupe du Monde a lieu en Italie, en 1934. Voilà, l'idéologie fasciste étant très empreinte des valeurs de force et de virilité, Benito Mussolini a évidemment voulu utiliser la Coupe du Monde en Italie pour en faire une véritable tribune politique en faveur du fascisme. Comme des centaines de journalistes se déplacent, beaucoup d'entre eux découvrent l'Italie fasciste, dont Mussolini cherche à montrer l'image la plus accueillante, celle d'un pays où les trains arrivent à l'heure. Cette tribune politique est d'autant plus efficace que c'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde cette année-là. C'est aussi là qu'on voit que les événements politiques influencent l'organisation de la Coupe du Monde. En 1938, par exemple, l'Espagne ne peut pas participer parce qu'elle est alors ravagée par la guerre civile. Et puis il y a l'Autriche qui déclare forfait en plein milieu du tournoi parce qu'elle vient à ce moment-là d'être annexée par l'Allemagne. Après une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, la Coupe du Monde de football revient à partir des années 50, et il est alors clair pour les États participants que la Coupe du Monde revêt un enjeu politique particulier, ce qui fait que les régimes politiques s'ingèrent bien souvent dans la gestion des fédérations, mais aussi qu'un État peut décider d'envoyer ou de ne pas envoyer une équipe participer à la compétition. En 1974, par exemple, lors des phases de qualification, l'équipe de l'Union soviétique doit affronter l'équipe du Chili. Problème, entre le match aller et le match retour, Pinochet a pris le pouvoir et a instauré un régime autoritaire d'extrême droite au Chili, renversant le régime démocrate-socialiste de Salvador Allende. On en avait parlé lors du C'était pas mieux avant consacré à l'histoire politique récente du Chili, si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Et l'Union soviétique a préféré s'éliminer de la Coupe du Monde en déclarant forfait, plutôt que d'envoyer son équipe au Chili avalisant entre guillemets le régime de Pinochet. Encore mieux, en 1978, la Coupe du Monde est organisée par une autre dictature latino-américaine, l'Argentine. L'armée y a pris le pouvoir et y mène une répression féroce, à la fois anticommuniste et antisémite. Et évidemment, elle utilise la Coupe du Monde pour essayer de se donner une bonne image à l'international. De nombreuses personnalités appellent alors au boycott. En France, c'est le cas de Jean-Paul Sartre, par exemple, qui essaye d'empêcher les joueurs français de se rendre en Argentine. La meilleure partie de ce feuilleton, c'est que des gens ont carrément tenté de kidnapper l'entraîneur français pour l'empêcher de prendre l'avion. Et comme le dictateur argentin Videla voulait absolument que l'Argentine remporte la Coupe du Monde, il a usé de tous les stratagèmes possibles. Genre par exemple, acheter la victoire de l'équipe d'Argentine contre celle du Pérou 6-0, en échange de quoi l'Argentine acceptait de sous-traiter pour le Pérou l'élimination de prisonniers politiques péruviens. C'est la France qui à l'époque a intercédé pour les sortir de là, et c'est pour ça qu'ils ont pu témoigner par la suite. Cette Coupe du Monde a été remportée par l'Argentine dans des conditions très controversées. D'ailleurs, les Pays-Bas, qui ont terminé deuxième, refusent de participer aux cérémonies d'après la finale pour manifester leur opposition à la junte militaire. Et les supporters hollandais n'ont jamais vraiment digéré ce traitement. Le truc, c'est que la Coupe du Monde est un événement tellement populaire qu'elle en devient un outil politique extrêmement puissant pour les dirigeants. Déjà, être le pays hôte de la Coupe du Monde, ça te permet de donner une image très positive de ton pays, de donner l'impression qu'ici, tout va bien. Et ensuite, gagner la Coupe du Monde peut permettre aux dirigeants du pays d'en tirer de gros bénéfices politiques. En France, on a particulièrement vécu ça en 1998. En pleine période de cohabitation politique avec la gauche de Lionel Jospin, la Coupe du Monde de 1998 a permis au président Jacques Chirac, isolé politiquement, de s'offrir une tribune incroyable en s'associant personnellement au parcours des Bleus qui l'emporte finalement. Il les reçoit à l'Élysée, prononce de grandes allocutions, et sa popularité aurait été directement impactée par la Coupe du Monde. Pour le gouvernement Jospin aussi, c'est positif d'ailleurs, parce que la victoire des Bleus en Coupe du Monde joue sur l'atmosphère positive et optimiste qui porte les premières années de la gauche plurielle au pouvoir. Ça et le contexte économique plutôt favorable. Et d'ailleurs, Michel
Michel Platini, co-organisateur de l'événement, a avoué des années après qu'il avait un peu magouillé pour empêcher que la France et le Brésil ne puissent se rencontrer avant la finale, garantissant un arbre de qualification plus facile à l'équipe de son pays. Lors des Coupes du Monde récentes, bien sûr, les gouvernements des pays organisateurs continuent d'utiliser l'événement comme une tribune politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur capacité à en faire une tribune politique pour eux tout seuls a changé, notamment avec l'essor des réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui permettent à des points de vue alternatifs à ceux des organisateurs ou des journalistes sportifs de s'exprimer. Parce que si les organisateurs utilisent la Coupe du Monde pour faire valoir un message politique, eh ben leurs opposants le font aussi en fait. Lors de la finale de la Coupe du Monde de 2018 qui se déroulait en Russie, on a vu les militantes féministes des Pussy Riot débarquer sur la pelouse et réussir l'exploit d'immortaliser ça magnifiquement en échangeant un tchèque avec Kylian Mbappé. En 2022, la Coupe du Monde au Qatar faisait tellement aucun sens qu'en fin de compte, c'est surtout ça qu'on a vu. Entre les milliers de migrants morts dans la construction des stades, le désastre écologique et la répression des droits LGBT+ dans le pays. Certaines sélections avaient d'ailleurs prévu d'arborer des brassards arc-en-ciel pendant les matchs avant de devoir reculer sous la pression de la FIFA. Et pour la Coupe du Monde de 2026, qui se déroule en bonne partie aux États-Unis, on sent bien que même si Donald Trump essaye d'en faire une tribune en sa faveur, niveau soft power, c'est plutôt l'inverse qui se produit en réalité. D'ailleurs, la récupération politique marche moins bien. En 2018, Emmanuel Macron a fait exactement comme Chirac et a tout fait pour associer l'image des Bleus à la sienne, en se faisant prendre en photo, en train d'encourager l'équipe, en se rendant au vestiaire pour féliciter les joueurs, ce qui aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu l'affaire Benalla juste après, qui a atomisé tout gain politique qu'il aurait pu espérer tirer de la Coupe du Monde. Mais quand en 2022 Macron est descendu sur la pelouse pour consoler Kylian Mbappé après sa défaite, et bah là, pour le coup, ça a pas pris. Macron a au contraire été assez unanimement critiqué, tant la tentative de récupération était grossière. Du coup, la Coupe du Monde, c'est pas l'événement tout gentil célébrant l'amour entre les peuples qu'essayent de nous vendre ses partisans. Et c'est pas non plus un événement stupide avec 22 débiles surpayés qui courent après un ballon comme essayent de nous le vendre ses détracteurs. C'est déjà un événement populaire, très populaire, dans tous les sens du terme. La Coupe du Monde de football, en France par exemple, elle a aussi eu un impact concret sur la représentation des personnes non blanches dans la société. Personnes qui font encore face à des plafonds de verre permanents dans tout un tas de secteurs. On pense à Zidane et à Thierry Henry tout de suite. Mais avant eux, il y a eu Raoul Diagne, issu de la colonie de Guyane, joueur dans l'équipe de France de 1931 à 1940. La Coupe du Monde et le football d'une manière plus générale, c'est une tribune politique massive, du fait de l'audience considérable qu'elle drague tous les 4 ans. Une tribune politique à la fois pour le pays qui organise, mais aussi pour le pays qui participe. On pense par exemple à la sélection iranienne, dont l'organisation est étroitement contrôlée par le pouvoir. Mais aussi une tribune politique pour les opposants. Les groupes d'ultra, par exemple, sont souvent séparés entre eux par de grosses divergences politiques qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et j'ai parlé de sexisme plus tôt dans l'émission, mais j'aurais aussi pu parler de racisme, avec par exemple l'équipe de France de 2018 qui avait été qualifiée par pas mal de monde d'équipe africaine, ce qui avait suscité une importante levée de bouclier chez nous en faveur de nos joueurs. Ou encore de l'homophobie, encore très présente à la fois dans les tribunes et dans les équipes. Ou encore de la corruption, omniprésente à tous les niveaux de la compétition. Mais le fait est que la Coupe du Monde est un moment politique majeur qui permet de brasser tout un tas de sujets, autant auprès des gens qui la regardent que des gens qui la regardent pas. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner aux différentes chaînes du média et pourquoi pas nous soutenir financièrement. La campagne Capsurdica est toujours en cours et on continue de viser les 10 000 donateurs et donatrices avant fin juillet. On s'approche par ailleurs du palier des 5 000 qui nous permettrait de survivre jusqu'à la fin de l'année. À la prochaine!